si vous désirez ne pas apparaître à l'écran, fermez votre caméra. Voilà. Voilà, très bien. Eh bien, bienvenue dans cette première réunion hivernale. Donc, c'est une première pour deux raisons. C'est la première fois, même dans ma vie à moi, c'est un grand jour, vu que je vais pour la première fois faire des visites hivernales dans le cadre d'un recensement d'Atlas. Ça, c'est une toute grande nouvelle. Même en Flandre, ils en sont à leur première édition. Et donc, ça, c'est tout à fait excitant. On aurait même dû commencer par une saison hivernale. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, hein? Oui. On aurait dû commencer par une saison hivernale, vu que c'est quand même plus simple et on aurait monté alors en degré de difficulté pour le printemps suivant. Et donc, vu qu'on a commencé par le plus dur, la nidification, là, cette saison-ci va être toute simple. I'm sorry, I couldn't hear what you said. Pardon? Ah, c'est Elisabeth. OK. Donc, c'est aussi intéressant aujourd'hui, c'est une première. Si vous l'avez remarqué, eh bien, vous avez un onglet qui est à votre disposition et qui s'appelle Résultats. Et vous avez la possibilité de regarder, hier, c'est le premier jour aujourd'hui, les résultats de l'Atlas par cartographie, comme je l'ai montré à ceux qui sont venus dimanche à Tours et Taxi. Donc voilà, on commence l'Atlas hivernant et on a la visualisation des résultats de la saison précédente. Chouette. OK, on y va. Donc, l'Atlas des oiseaux hivernants, c'est tout simple, c'est exactement les mêmes objectifs que l'Atlas des oiseaux nicheurs. On va comme objectif se fixer de délimiter la répartition, la distribution des oiseaux hivernants, des espèces hivernantes en région de Bruxelles sur les 198 carrés et d'évaluer les effectifs de l'avifaune hivernante. Voilà, tout simple. Le protocole est simplifié. On va le voir, je vais revenir dessus par rapport à la saison de reproduction. Et tout d'abord, une toute première définition temporelle, si je peux dire. Qu'est-ce que c'est que l'hiver? Eh bien, c'est les 3 mois qui vont du 1er décembre, aujourd'hui, au 28 février, et rien de plus. Ce qui est quand même différent de la saison de nidification, où on avait 3 mois où on devait faire 2 visites d'1 heure, mais les indices de nidification, les espèces à trouver, tout ça, c'est allé sur une période plus longue, normalement de mi-février, on a commencé en retard, jusqu'à fin juillet pour certaines espèces comme le fulicule morillon et tout ça. Donc la saison de recherche des oiseaux nicheurs est plus grande, beaucoup plus grande que la saison d'hiver. On se limite, point à la ligne, à 1er décembre au 28 février, tout simplement. Si vous avez vu des Grive Movie hier, elles ne comptent pas, même si vous les avez mises dans observation.p. Aujourd'hui matin, j'étais à Bruxelles, j'avais un rendez-vous avec la commune de Uccle. J'ai fait un petit transect. J'ai vu des Grive Movie, j'ai fait un transect. Ça va remonter dans l'Atlas des oiseaux hivernants, ce que j'ai vu. OK. Donc, le protocole est le même. Des visites normales, au moins en faire 3. Vous pouvez en faire 3 longues, 12 petites, enfin peu importe. Vous les faites dans les dates convenues. Ça, c'est à vous de voir. L'objectif est de trouver une liste d'espèces la plus grande possible. Et là, il n'y a pas d'indice de nidification à chercher. Du point de vue des comportements, il n'y a rien à préciser, vous allez voir, sauf une petite chose. Donc, visite normale, OK. La caractéristique de la saison hivernale, c'est que le dernier mois, le mois de février, c'est déjà un mois de nidification. C'est un mois de nidification, notamment pour les visites, les rapaces nocturnes, qui sont très actifs. OK. Donc, si vous voulez compléter
votre saison printanière de l'année passée ou de cette année-ci, avec, enfin de 2023, avec de nouvelles données de nidification. Faites des visites nocturnes en février. C'est à ce moment-là que les rapaces nocturnes sont le plus actifs, marquent bien leur territoire. Les visites nocturnes en février, ben, le soleil se couche encore assez tôt, donc on ne doit pas commencer la nocturne à 9 h du soir. C'est un avantage. Donc la saison hivernale, on va y revenir un peu plus tard dans l'exposé, mais concerne aussi en fin de saison hivernale la nidification pour certaines. Alors l'application Avimap, pour ceux qui travaillent avec l'application, est identiquement la même chose que l'année passée, que la saison passée. Donc je vais basculer. Voilà, ceci. Est-ce que vous voyez vous voyez l'écran de mon smartphone? OK? Oui. OK. Oui. Donc, ben, ça se présente exactement comme l'année passée pour ceux qui ont un smartphone. Vous démarrez un comptage aussi bien pour votre visite normale que votre visite d'une heure. Vous démarrez un comptage. Et attention, choisissez cette fois-ci Winter. Il y a deux programmes. Hein. Il y a Breeding et Winter. Ces deux-là, vous oubliez. Il faut bien choisir Winter. OK? Vous choisissez votre carré. Si vous n'avez qu'un seul carré, il se met par défaut. Si vous avez plusieurs carrés, vous les choisissez comme ça. Ou vous les choisissez comme ça, visuellement. Je veux faire celui-là ou celui-là ou celui-là. Comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Voilà. Donc, vous démarrez votre comptage, vous dites oui, c'est sur le 16A, oui, c'est bien en hiver, je démarre le comptage. Et là, il va vous donner le choix entre… non, pas encore. Sauver la trace, vous dites oui, comme ça, votre smartphone va garder l'itinéraire de votre parcours. Vous démarrez le comptage, oui. Et là, il vous donne le choix, ce n'est pas très évident, mais entre deux types de visites. Une visite normale ou une visite d'une heure. Attention, là, il faudra faire le bon choix. Parce que dès maintenant, vous pouvez faire une visite d'une heure. OK? Ou visite carrée. Bon, si c'est une visite carrée, on y va. Vous dites oui, OK. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Voilà, j'ai fait une mise à jour et du coup, je dois recommencer toutes les permissions. Enfin, voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec le même écran que l'année passée. Ça va? On va analyser ça un peu plus tard, mais voilà, utilisation identique. Alors, je vais départager l'écran et le repartager pour aller sur le… Voilà, donc Avimap. J'essaye de passer au truc suivant, s'il veut bien. Ah voilà, et vous sélectionnez Winter, là, dans le fond. Très important. OK, les visites d'échantillonnage d'une heure, donc même protocole qu'en saison de nidification, même principe, c'est-à-dire si votre carré est entièrement sur la région de Bruxelles, c'est 1 heure. S'il est à moitié sur la région de Bruxelles, ben c'est la moitié d'une heure, donc c'est 30 minutes. Si sur votre carré, il y a 50% de forêt, eh bien vous faites 50% de votre itinéraire, c'est-à-dire 30 minutes en forêt. C'est principalement les visites d'une heure. Hein. L'objectif premier, c'est d'évaluer les densités d'espèces communes. Donc, ne faites pas un détour pour aller chercher une espèce rare. Non, faites ça pendant une visite normale.
Si votre trajet donc, est à 25% dans un carré, dans un quartier résidentiel, eh bien, faites un quart d'heure dans un quartier résidentiel. Vous pouvez reprendre le même transect qu'au printemps, mais vous n'êtes pas obligé. Ben, s'il a été bien conçu, ben, je pense que c'est plus simple de le reprendre. À vous de voir. Les deux périodes, donc il y a une visite d'une heure à faire dans la première période qui va du 1er décembre au 15 janvier, et à nouveau une deuxième visite d'une heure à faire du 16 janvier au 28 février. Mais s'il n'est pas question d'en faire une le 15 et puis la deuxième le 16, il faut 14 jours entre deux visites d'une heure. Okay, donc, si vous faites une visite vers le 10 janvier, eh ben, il faudra que vous fassiez au plus tôt 10 plus 14 vers le 24-25 janvier, la deuxième visite. C'est une question d'espace juste à la charnière entre les deux périodes. OK, alors, on recense les individus et plus les territoires, les couples. Donc, ça, c'est une différence. Vous voyez un couple de rouge-queue noir, par exemple, déjà en février, imaginons que vous, hein, ils sont, eh ben, vous mettez 2. Un peu bizarre, mais c'est différent du printemps. Oui, je me suis un peu trompé dans l'orthographe. La même observation au printemps, c'est 1, tandis que ça devient 2 en hiver. Okay, donc là, il va y avoir une concordance avec observation.be où on note des individus. Eh bien, sur l'application et sur le portail Atlas, c'est la même chose, on note des individus aussi. Il y a voilà, une ambiguïté qui saute. Les visites en hiver peuvent se faire toute la journée. Vous allez voir, il y a quand même 2 petits bémols, mais c'est vrai qu'en milieu ouvert, dans les jardins et tout ça, les oiseaux en hiver, d'abord les journées sont plus courtes, donc les oiseaux n'ont pas tellement le choix, ils doivent rester actifs. Il n'y a pas vraiment de comportement territorial, donc le seul comportement qu'ils ont, c'est de se nourrir. Il fait froid et il y a moins d'heures pour se nourrir, donc ils sont actifs toute la journée. Donc vous pouvez faire vos visites sur le temps de midi, pas un problème. Avec un petit bémol quand même, en forêt, les oiseaux sont quand même un peu plus actifs le matin. Bon, ça c'est en forêt, mais en milieu ouvert, franchement, moi je ne vois pas beaucoup de différence. Et concernant les dortoirs, on va y revenir. On ne va pas recenser les dortoirs dans le portail Atlas, on peut le faire dans le portail observation.be. Et donc, si vous faites vos visites d'une heure, ne les commencez pas quand les oiseaux quittent les grands dortoirs, tôt le matin, donc dans l'heure qui suit le lever, hein, de la lumière, on va dire. Et ni trop tard le soir quand les oiseaux reviennent au dortoir. OK ? Parce qu'alors, ça va gonfler vos chiffres trop fort. On va y revenir pour la question des dortoirs. Alors, la liste des espèces communes est un peu différente de celle du printemps. Ben oui, il y a des oiseaux migrateurs qui sont partis et puis il y en a d'autres qui arrivent. Et là, voilà, il y a 29 espèces. Bon, il y a des nouvelles venues. Il y a comme hivernant. Tiens, je croyais que la grive mauve était dedans, mais même pas. Donc, en fait, on a retiré, oui, c'est plutôt, on a retiré plutôt des espèces qui sont parties, comme les pouilles au vélo, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a un hivernant? Non, je ne vois pas d'hivernant particulier. Tiens, je pensais que la grive mauve est dedans. Bon, voilà. Donc, OK. Alors, ces espèces-là, pendant les visites, donc, que vous encodiez sur le portail pour les espèces communes ou que vous encodiez lors d'un transect, il n'est pas nécessaire de les localiser. OK ? Pas nécessaire de localiser ces espèces-là. Toutes les autres espèces, vous serez obligé de les localiser. Alors,
Le seul petit bémol, point de vue comportement, tous les comportements sont valables, même sur observation.be, recherche de nourriture, tout ça, ça va remonter dans l'atlas. Mais vous devez voir s'il y a bien un lien entre le comportement de l'oiseau et le carré. Est-ce qu'il y a un attachement? Donc, un oiseau qui se nourrit, un oiseau qui est présent, un oiseau qui crie, voire même un oiseau qui chante en hiver. Tout ça, il y a un lien avec le carré. Un oiseau qui est à la mangeoire, tout ça, OK. Un oiseau qui vole, là, ça va être votre interprétation. S'il vole d'un buisson à l'autre, il y a un lien avec le carré. S'il vole juste au ras des toits ou des jardins, bon, essayez de voir d'où il vient ou alors où il se pose. Là, il est probable qu'il y ait un lien avec le carré, mais ce n'est pas certain. Si vous voyez passer un groupe de 20 ramiers en vol ou des perruches Alexandre dans le ciel ou des goélands, ça, vous ne les notez pas. Hein. Ne les notez pas. Il n'y a pas de lien avec le carré. Des oiseaux aquatiques en vol, je ne sais pas, des oies ou des canards en vol. Bon. Maintenant, si vous voyez un oiseau en vol, mais que vous vous dites, oula, il vient de s'envoler juste derrière le paquet d'arbres là-bas, OK, il y a un lien, vous le notez, comme s'ils étaient présents, hein, pas besoin de mettre en vol alors. Donc là, c'est votre appréciation, votre feeling, votre expérience qui devra faire la différence. Il n'y a pas vraiment de règle. Impossible à faire d'erreur. Alors, les dortoirs, c'est-à-dire le nombre d'individus et la localisation aussi des dortoirs, on ne va rien faire sur le portail Atlas, mais on va absolument le mettre dans observation.be. C'est très important. Et il faudra, dans observation.be, choisir le comportement dortoir et entrer le nombre d'individus. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a une complémentarité parfaite des deux portails. On va aller chercher des infos sur un portail qu'on n'aura pas avec l'autre. Voilà ce que ça donne sur observation.be. Vous avez sélectionné l'espèce, c'est un oiseau. Du coup, vous avez les comportements des oiseaux qui s'affichent dans le menu déroulant et vous tapez simplement D, vous tombez sur dortoir et dortoir doit s'afficher là. OK? Et dans le nombre, vous mettez non pas qu'il y a un dortoir, non, vous mettez 55. Ça ne veut pas dire qu'il y a 55 dortoirs, ça veut dire qu'il y a 55 individus au dortoir. C'est un peu l'ambiguïté de ce comportement-là, parce que c'est un comportement, être au dortoir, et c'est aussi un substantif, c'est un dortoir. Bon. OK. Donc, c'est le nombre que vous inscrirez, c'est le nombre d'individus qu'il y a dans le dortoir. Voilà, donc, si je comprends bien, on doit faire la recherche des dortoirs. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une occasion. Donc, alors, je vais y venir. Ah ben non, OK. Je vais y venir, mais donc, faire les recherches de dortoirs, ben, de perruches, ça, on va vous briefer et on va relancer les comptages au dortoir de perruches. Mais si vous les localisez, c'est déjà très bien. C'est important. Les dortoirs de l'arrivée, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu un moment, un petit dortoir instable sur le toit à Forêt, près des lignes de chemin de fer, un dortoir de Moitrieuse, mais a priori, les dortoirs de l'Aridée, essayez de les repérer, même s'il n'y en a pas. Il faut clarifier cette question-là. Les dortoirs de Corneille-Noir, de Chouca, les dortoirs des Tourneaux, les moineaux. Normalement, c'est complexe. Les dortoirs, évidemment, de perruches, de conures veuves, c'est simplement là les conures de nidification. Pour les moineaux, ça c'est à voir, mais de toute façon, soit ils dorment dans leur trou, dans leur cavité de nidification, soit dans des buissons denses. Donc voilà, ça, ce sont des oiseaux à suivre, absolument. Et pour les perruches, vu que c'est complexe, de dénombrer les individus qui reviennent le soir à la colonie, au dortoir. On a fait ça pendant des années, on s'est arrêté en 2016, 2017.
on va recommencer. Donc, il faut s'organiser en équipe. Elisabeth, ici, Godin, était responsable, par exemple, du dortoir des étangs d'Ixelles. Eh bien voilà, on va recommencer ça au moins une fois pendant. Mais alors le problème, voyez-vous, c'est que pour les perruches, ça doit être simultané. On doit faire tous les dortoirs le même jour. Hein. Autrement, il y a peut-être des transferts d'un dortoir. Donc, attendez les infos. Je ne sais même pas si on va faire ça cette année-ci. On fera ça peut-être le deuxième hiver. On verra. Mais de toute façon, les perruches doivent y passer, si je peux dire. Le maximum, je vous le dis, on est arrivé à 10 000 exemplaires. Ça, c'était 10-11 000 individus qui passaient la nuit à Bruxelles, perruches à Collier et quelques perruches à Alexandre. Et ça, c'était sur 6 ou 7 colonies, dont 2 colonies géantes. Est-ce que ça a évolué? On va le faire. Et après, ça, les 10 000, c'était retombé. C'était retombé vers 9 000, 8 000, 9 000. Et donc, on avait arrêté parce que les dortoirs devenaient instables, les oiseaux revenaient de plus en plus tard avec les attaques de faucons pèlerins. Elles revenaient même, pour certains dortoirs, carrément la nuit, alors qu'avant, elles revenaient de jour. J'ai vu d'ailleurs, j'étais témoin d'une attaque d'un pèlerin à l'automne sur un groupe qui arrivait. Je me rappelle. Ah ben, tu étais avec moi? Oui. Oui, on a même eu un gentil militaire avec un chien qui est venu voir ce qu'on faisait, si tu te rappelles. Tout à fait, je me rappelle. Bon, on a abandonné, c'était aussi difficile, je vous le dis franchement, honnêtement, de motiver les volontaires, quelque chose de fastidieux, de faire ça tous les ans. Et puis les dortoirs devenaient instables, ils éclataient, il y avait une grande, comment je vais dire, distribution vers le Brabant wallon, vers le Brabant flamand. Okay, donc tout ça a beaucoup bougé entre-temps, mais la situation... Bref, donc tout ça pour dire, pour les perruches, ce sera un protocole particulier. Alors, les enjeux des recherches hivernales. Eh bien, on aimerait bien voir s'il y a un hivernage urbain de populations nordiques d'espèces communes, comme les pinsons des arbres, les rouges-gorges familiers, les merles noirs. Normalement, je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas, on devrait avoir des chiffres plus grands qu'en période de nidification. On devrait avoir plus de rouges-gorges, plus de merles. Et c'est une question, est-ce que les merles nordiques vont préférer venir hiverner en ville, en Belgique, ou dans les campagnes belges? Voilà, c'est intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas très connu. Est-ce que les villes sont attractives en hiver? Il fait quand même moins froid qu'à la campagne, mais il y a aussi moins de... Il y a des ressources artificielles, il y a du nourrissage. Évidemment, il n'y a pas de litière partout où on peut retourner et on peut aller chercher des invertébrés terrestres en ville. Donc voilà, il y a une balance qu'il faudra un peu voir et c'est tout l'intérêt des recherches hivernales. Autre chose, il y a des espèces plus communes qu'on le pense. Le râle d'eau, les bécassines, aussi bien sourdes que des marais, à Bruxelles, probablement que si on s'y met de façon systématique et avec un protocole concernant le râle d'eau, on va y venir, peut-être pas cette année-ci, on va voir, où on fait de la repasse hivernale selon une séquence bien précise d'ornithologues de Franche-Comté, françaises qui ont mis au point une séquence de repasse progressive avec des pauses. Eh bien, moi j'ai été étonné du râle d'eau, il y en a autour de chez moi. Grâce à cette repasse et simplement ce petit protocole tout simple, il y en a autour de chez moi. Alors je fais de l'ornitho depuis 40 ans. Je n'ai jamais vu qu'il y avait des râles d'eau autour de chez moi. Si on cherche bien dans le cadre de l'Atlas hivernal, avec un protocole particulier, on risque d'en trouver dans des endroits étonnants. Hein. Ils n'ont pas besoin de grandes surfaces. Vous voyez, un râle d'eau qui nage là à droite, il nage, hein, ces oiseaux-là, c'est tout à fait étonnant. La bécassine sourde, même chose. Je pense notamment à des friches comme la friche de Scarbeck Formation, évidemment de Safa, bécassine des marais aussi, et Couveyver et d'autres endroits à Nerpé. Mais
il faut regarder quand même, peut-être dans la vallée de la Wolu et d'autres endroits, je pense notamment nord-ouest de Bruxelles, le vallon des Béguines, là, je ne sais pas quoi, le Val des Béguines, bon, enfin du côté de chez Nopilif et tout ça, Touébé, il pourrait y avoir les 3 espèces. Les laridés en hiver, vous voyez les laridés là, vous en voyez combien sur cette photo? 2, 3. 3. 3. Il y en a 3, ouais, il y en a 3. 3. Un là, un là. 3, ouais. Il y a... Donc voilà, Maurice Segers a photographié là un goéland Le Coffet, immature, à Bruxelles. On sait que tout ça existe. Michel Janssens, Maurice Segers et d'autres, comment je veux dire, font un suivi vraiment des bagues de couleurs, des espèces présentes et tout ça. Mais si on va sortir et pondre, vraiment, si je peux dire, une estimation chiffrée en fin d'hiver, voilà le chiffre maximum, le nombre maximum que l'on a atteint cet hiver. On aura aussi une liste d'espèces complète, mais en hiver, si vous avez le temps, ce serait bien, ce n'est pas une obligation, mais de faire les 3 hivers, parce que les hivers sont tellement inégaux et tellement variables qu'on peut tomber sur des hivers où il n'y a quasi rien et des hivers où il y a des arrivées massives pendant 15 jours et puis les autres partent parce qu'il n'y a plus le coup de froid est parti. Donc là, les chiffres risquent de varier beaucoup plus fort en hiver qu'au printemps. Donc, tous nos carrés, les 3 hivers. Écoute, au moins un hiver, et si vous vous sentez fidèle à Natagora et prêt à vous sacrifier, faites les 3 hivers. Vous aurez un paquet de chocolat. Les laridés. Alors, Pipite Farlouse et Pipite Spioncelle, ben, c'est le moment à nouveau, c'est toujours au même endroit, hein, Scarbet de formation RP de Josaphat, tout ça. Le Pipite Spioncelle, il est présent. Tapez Pipite Spioncelle sur observation.be Bruxelles. Ah, est-ce qu'il est là plus en passage, en hivernage? Bon, Pipite Farlouse, même chose. Donc, revoyez vos fondamentaux de l'identification ornithologique. Mettez-vous les cris surtout dans l'oreille. Mais on en reparlera. On va refaire des sessions comme celle-ci, des sessions de feedback hivernal, comme on a fait au printemps, et on abordera toutes ces espèces. Autre chose, donc je l'ai dit, hein, donc les dortoirs de corvidés, de laridés, des tourneaux, les dortoirs de pigeons ramiers, bien sûr, les 3 espèces de perruches, ok, ça, vous encodez tout ça dans observation.be. Alain? Oui. Pour les dortoirs de laridés, donc toi, tu parlais d'un petit dortoir à forêt, mais oui. Un jour de Christmas Count où j'étais à Coeuyvever, on a vu presque, enfin, je ne vais pas dire tous les laridés de Bruxelles, mais on avait des tas de laridés qui venaient des étangs de Nerpé, déplacés au-dessus de Coeuyvever, mais des super gros groupes, et en fait, je crois qu'ils dorment sur l'étang. Eh bien voilà, une chose à savoir. Et donc, ben, en tout cas, je pense qu'ils dorment sur l'étang ou même sur le canal et ils viennent manger dans les prairies là, de ce côté-là. Ou bien c'est un autre pré-dortoir. C'est un pré-dortoir peut-être. Hein. Moi, j'ai une superbe vidéo. C'est de Stein Vanache ou de Steven Gertz, je ne sais plus. Où on voit des centaines de mouettes qui sont sur le canal en train de se nettoyer tôt le matin. Hein, tôt le matin. En fait, non, elles viennent de, c'est étonnant, elles viennent de Halle ou plus au nord, et elles arrivent à Bruxelles, elles se mettent sur le canal, elles se nettoient. Elles ne dorment pas là? Nous, il était, enfin, bon, moi, je ne les ai pas vus sur le canal ni sur l'étang, je les ai vus qui venaient par-dessus nous, mais il était super tôt parce que c'était pour le Christmas Count et j'avais été à la Roselière pour essayer d'attraper le dortoir et des bruyants des roseaux que je n'ai pas attrapé. Et donc, il n'était pas 8h30, quoi. Ouais, mais et tout ok. s'envolait au-dessus de nous.
Ben, c'est très instable, hein. Donc, les dortoirs, les petits dortoirs, c'est comme les perruches. Des fois, ça commence comme un pré-dortoir et puis ça devient un dortoir. En général, ils hivernent sur des grands plans d'eau ou alors sur des toits de bâtiments, mais ils préfèrent les grands plans d'eau. Ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'ils venaient de nerper des étangs là-bas. Ah oui. Donc, à voir. Super. D'accord. Super. Là, dans dortoir, j'ai oublié effectivement dortoir de Bruant des Roseaux, là, et d'autres espèces, hein. On peut avoir des années extraordinaires avec des dortoirs à Pinson du Nord. Soigne, hein, mais ça, c'est exceptionnel. C'était quand Saint-Michel qui a eu des centaines de milliers ou dizaines de milliers de Pinsons du Nord C'était à Genneval. Genneval, hein. Oui, oui. Non, il y a pas, il y a eu à la Hulpe aussi. Ah oui, la C'était Hulpe, à oui. la Hulpe, là, chez Oui. anciennement IBM. Là, hein. Oui, quelque part par là. Ouais. Oui, c'était dans la propriété privée de, je ne sais plus comment il s'appelle. On avait été avec Hélène, les comtés. En face du domaine Solvay, propriété Ouais, Janssens. C'était chez C'est ça. Janssens. Donc, ça peut arriver, hein, qui sait. Il suffit que la hêtraie souffre beaucoup avec le réchauffement climatique, qu'il y ait une fainée importante. Et tout de suite, il se passe le mot et les pinsons du Nord européens arrivent en forêt. Et les jaseurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire, les jaseurs cette année. Eh bien, ça, si vous avez des jaseurs pendant la période d'Atlas dans votre carré, c'est Chocotov plus bonbon Haribo. Oui, oui, mais ce n'est pas très représentatif. Il vaudrait mieux qu'ils ne viennent pas. Ah non, peu importe. Qu'est-ce que c'est qu'un hiver représentatif? Impossible de définir ça. Ils sont là. Voilà. On mettra dans le commentaire, hein, c'est clair que quand on fait un commentaire dans la monographie, les 2 pages qui sont consacrées à la sont fondamentales, hein. On dit que voilà, la dernière éruption, c'était il y a 15 ans, que par chance, on l'a eu pendant cette période Atlas, mais que ce n'est pas régulier. Les commentaires tempèrent toujours les chiffres. Les ardeurs. L'enthousiasme cocheur des ornithos. OK, donc il y aura une synergie à nouveau avec le grand recensement, je ne dis pas à nouveau, non, c'est pour la première fois, le grand recensement des oiseaux au jardin qui a lieu, donc sachez-le, les 4 au 5 février 2023. Et on va exploiter évidemment les données régionales des jardins bruxellois qui font partie. Donc, sachez qu'on a une base de données énorme. L'année passée et l'année d'avant, on avait en 10 et 11 000 jardins. Donc, il y en a une petite proportion là à Bruxelles. C'est très intéressant parce que souvent, c'est en intérieur d'îlots non accessibles. Enfin, souvent, ça arrive. Et donc, là, on a des données inaccessibles, en fait, hein. Donc, voilà, ça, on va en tenir compte. Et autre chose, là, le réseau Nature Natagora, là aussi, on a accès au jardin privé. En général, les gens qui font ça, qui ont un jardin, ces réseaux nature, nourrissent aussi. Moi, j'ai été voir 5-6 personnes. Chaque fois, j'ai appris des trucs. Notamment une canne colvert qui nichait tout en haut d'un building dans un bac de fleurs. Et il m'a montré les photos avec les petits, enfin tout, qui se jettent dans le vide après, qui traversent la route. Bon, on se croirait sur YouTube où la police arrête le trafic. Bon, tout ça, voilà. Si on ne va pas chez les gens et bon, je ne sais pas si vous avez reçu des listes si vous avez des propriétaires de jardins réseau nature sur votre carré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de carrés, donc j'ai eu quand même pas mal de propriétaires. Et c'est très intéressant. Je suis plus intéressé d'aller voir ces jardins-là en hiver qu'au printemps. Parce que donc, en hiver, on va avoir, à mon avis, pas mal d'oiseaux à la manche. Il faudra évidemment tenir compte du fait s'il y a du nourrissage ou pas, mais ça, ce n'est pas grave. Ça représente la réalité. Si on nourrit, si on ne nourrit pas, c'est un élément. Les dénombrements hivernaux des oiseaux d'eau vont nous servir aussi. Donc, vous voyez, trois
trois synergies super avec des programmes Natagora. Ça, c'est le vieux dénombrement de biodiversité le vieux au monde, 1966. Sur Bruxelles, il y a un très grand nombre de sites. C'est Elisabeth Godin qui est ici présente, n'est-ce pas? Elisabeth, tu es là, hein? Oui, oui, je suis. Voilà, donc c'est Elisabeth qui coordonne, si vous voulez. Est-ce qu'il y a encore des sites, Elisabeth, des HOE, dénombrements hivernaux des oiseaux d'eau, qui ne sont pas attribués à Bruxelles? Alors, j'attends, je vais donc maintenant en décembre lancer les invitations pour le grand comptage de janvier. Et c'est à ce moment-là que je sais s'il y a des gens indisponibles. Ça va. Si vous voulez, si vous désirez participer pour une première fois, vous m'envoyez un email ou un email à Elisabeth. Moi, ces données-là, évidemment, elles sont maintenant directement encodées dans le portail observation.be, pardon, dans un projet. Et ça remonte d'office dans votre portail Atlas. Alors, hiver. Donc, c'est aussi, j'en ai parlé, recherche de données de nidification à partir de février, disons. Mais déjà, d'emblée, dès que les feuilles sont tombées, si vous allez en forêt, vous pouvez utiliser, ou dans un bois ou dans un parc, regarder les aires de rapaces forestiers, buses, éperviers, autour des palombes. On voit très bien alors les gros amas de branches, de branchage dans les arbres. Les oiseaux sont des fois, enfin souvent, les buses par exemple, sont très discrètes, les éperviers aussi, quand ils couvent ou en début, quand ils pondent, quand ils couvent et aussi au début de la période de nourrissage. Et donc, on ne repère pas les nids de rapaces forestiers facilement. Pour les autours et les éperviers, et même les faucons boraux et des espèces nocturnes, la fin du printemps, ce n'est pas l'objet de la soirée, la fin du printemps est une excellente période quand les jeunes se mettent à crier. On a découvert deux nids, deux couples d'éperviers, simplement par des gens qui nous envoyaient un email et qui disaient c'est quoi le fichier attaché, là, un IMP3, disant mais c'est quoi? Et ce sont des jeunes éperviers qui criaient au nid, qui appelaient leurs parents en fin juin. Et donc, à part cette période de fin juin, c'est difficile de trouver les nids. Donc maintenant, vu que vous allez quadriller vos parcs, vous avez le droit de quadriller les parcs, les bois, tout ce que vous voulez, sauf la forêt de soigne. Pour ceux qui ont un carré en forêt de soigne, c'est le moment de repérer les grandes aires. En milieu urbanisé, j'ai fait ce matin, donc je l'ai dit à Hucle, un petit transect. Eh ben, effectivement, on voit très bien les nids de pie de corneilles noires et même les corbeaux freux. Si vous voyez 4-5 grosses boules de branches distantes chacune de 5-6 mètres, 7 mètres, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a une colonie de corbeaux freux, probablement, ou peut-être de conures veuves. Mais ça se voit remarquablement bien en hiver, quand les arbres sont dénudés. Recherchez les cavités peu visibles. Vous avez peu visibles au printemps. Vous avez des fois des très grosses cavités, mais qu'on ne voit pas avec les feuilles, des cavités à chouette hulotte ou que sais-je. C'est le moment de regarder. Donc là, il n'y a même pas besoin d'attendre pour tout ça février. Et alors, vous pouvez, en février, commencer déjà à localiser les territoires occupés de rapaces nocturnes. Déjà maintenant, Brigitte, on a eu déjà une chouette hulotte là, qui criait dans un petit bois, une femelle. En février, les piscidés et les rapaces nocturnes sont très actifs, très, très actifs. Et les rapaces nocturnes, en fait, ils sont bien actifs au long de l'hiver. C'est assez bizarre, les rapaces nocturnes. C'est difficile de savoir quand ils vont chanter ou pas. Des fois, on a des pleines lunes fantastiques. On sort, on se dit, voilà, on est en février, ça va chanter partout. Il n'y a rien qui chante. C'est un peu mystérieux, les rapaces nocturnes, mais
voilà, si vous avez l'occasion, tendez l'oreille ou ouvrez simplement votre fenêtre sur votre balcon. En intérieur d'îlot, on a des chouettes hulottes. Et là, elles se manifestent. Je vais faire ça de nouveau dès que je peux ouvrir la fenêtre. Voilà, voilà. Et si vous entendez, eh ben, vous voyez ce que c'est? C'est hein, comme en irlandais, c'est le grand-duc. Hein, vous m'appelez tout de suite. Oui, on a Bruxelles, mais bon. Je doute chez moi. Eh ben voilà, il est temps que je la ferme. Donc, j'ai tout dit. Si vous avez des questions ou des remarques. Moi, j'étais mal renseignée, j'étais coincée dans le train et on m'a dit que ça commençait à 8 heures. Tu as enregistré ta séance pour que je voie le début? Oui. OK. Eh bien, d'ailleurs, en parenthèse, Michel, tu peux arrêter l'enregistrement, peut-être? Je vais arrêter l'enregistrement. Et enregistre-le sur C'est de toute façon sur le cloud. le cloud.